Ok, c'est bon. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est un sujet très intéressant qui est pour moi fondamental hein, parce qu'on est des êtres, nous sommes des êtres de relation et savoir euh, gérer nos conflits et en apprendre, c'est vraiment essentiel parce qu'à partir du moment où on est en relation avec des gens, à un moment ou un autre, on va avoir des conflits. Hein. Donc aujourd'hui, on va parler, j'ai pas voulu cibler que sur les conflits de couple, même si ça va être une partie qu'on va aborder, mais je voulais quand même que ça reste général. Quand je parle de conflits, je parle aussi bien de conflits externes avec des gens que de conflits internes, des questionnements qu'on se pose ou voilà, des dilemmes que l'on a, etc. Hein. C'est vraiment apprendre au sens général du terme, même si je dirais que le conflit qui implique quelqu'un est souvent très révélateur et ça nous permet de comprendre des choses parce qu'on se nourrit beaucoup dans la relation et on apprend beaucoup. Donc, en fait, euh, j'aime bien travailler avec des prémices. Et donc, une prémisse, en fait, c'est comme une hypothèse de travail. Si vous voulez, j'aime bien l'idée de travailler dans sa vie avec des prémices et de les tester pour voir quel type de résultat on a. De, de façon générale, pour vous donner un exemple de ce qu'est une prémisse, c'est une hypothèse sur comment fonctionnent les choses ou une hypothèse qui nous permet d'obtenir certains résultats. Donc, dans l'objectif de mieux se comprendre, de développer des relations et de mieux comprendre un petit peu les relations que l'on a avec les autres, je travaille avec la prémisse que, en fait, on a des croyances, que ces croyances vont nous mener, vont générer chez nous des pensées et des sentiments, que ces sentiments vont générer un certain nombre d'actions et de comportements, et que ces comportements et ces actions vont venir renforcer la croyance. Donc, je partage avec vous un petit schéma rapidement pour que vous voyez de quoi je parle. Alors, est-ce que vous voyez le schéma? J'ai partagé un PowerPoint normalement. C'est juste un slide. Moi, oui. OK, donc il commence à s'afficher. OK, et donc c'est ça, si vous voulez, la prémisse avec laquelle on va travailler aujourd'hui, c'est ça, c'est celle-là. Et j'aime bien la notion de prémisse parce que c'est pas un système de croyance fixe ou quelque chose qui est rigide. Une prémisse, ça peut évoluer. Les personnes qui travaillent par exemple avec des prémisses, c'est par exemple les gens qui font de la natation. Ben, si elles travaillent avec la prémisse où elles nagent en imaginant que leurs mains sont des palmes, elles nagent plus vite parce que leur objectif, c'est de nager plus vite. Donc, on n'est pas nécessairement absolument en train de chercher une prémisse qui soit absolument exacte, mais d'essayer de chercher des choses qui nous aident à mieux comprendre. C'est une forme de modélisation ou une astuce qui nous permet d'avoir un certain résultat. Et l'objectif que l'on cherche, c'est tout simplement comment est-ce qu'on peut comprendre nos relations, améliorer nos relations et faire en sorte de réaliser notre mission de vie, d'avoir des relations plus saines et plus épanouies. Et donc, ça, c'est une des prémices avec lesquelles on travaille. Donc, partant de cette prémisse, en fait, on va la tester dans notre vie. Donc, vous voyez, la prémisse dit, j'ai des croyances. Ces croyances qui sont souvent d'ailleurs inconscientes, elles vont m'amener vers des pensées et des sentiments. Des pensées et sentiments vont pousser à l'action. Et malheureusement, souvent, les actions, quand elles dérivent de ces croyances, vont avoir tendance à renforcer la croyance originelle. Je vais développer un petit peu plus. Hein. Ça deviendra plus évident quand on donnera des exemples et tout. Et donc, c'est ça. Donc, si vous voulez, on va partir du conflit comme un outil d'exploration de soi, parce que quand on apprend à déconstruire les conflits et à remonter jusqu'à la croyance, là, on commence à en apprendre un petit peu plus sur les choses inconscientes et les moteurs qui nous animent. Vous voyez? Alors, je vais arrêter ça et repasser en mode. Et c'est ça. Et ça, c'est une prémisse et c'est une prémisse que l'on peut tester dans sa vie. Et c'est une prémisse que j'ai testée et retestée sur énormément de conflits. Et ça m'a toujours apporté un élément de réponse, une lumière. Ça m'a apporté je trouve, assez efficaces pour comprendre ce qui se passe. C'est pour ça que je la propose aujourd'hui. Je trouve que c'est une prémisse qui est assez efficace. C'est ce qu'on cherche quand on cherche à mieux se comprendre. Et donc, en fait, partant de ce principe, on se rend compte que les conflits que l'on a sont quelque part des portes d'entrée, quand on sait comment les lire et les regarder, vers quelque chose qui se passe au niveau de nos croyances et souvent quelque chose qui est inconscient. Parce qu'il faut voir que, en fait,
Dans un conflit, il y a toujours deux niveaux. Il y a ce qui se passe au niveau conscient. Par exemple, lui, il m'a dit ça ou elle m'a dit ça, j'ai répondu ça, je suis blessée, je me sens pas bien. Il y a ce qui se passe au niveau conscient. Donc ça, c'est ce qu'on croit qui se passe véritablement. Et il y a une deuxième histoire qui se passe généralement en dessous, qui est ce que mon ego cherche à obtenir avec ce conflit. Donc si je parle d'ego, est-ce que vous savez ce que c'est un ego? Vous avez besoin de qu'on développe un peu plus ce qu'est l'ego. Est-ce qu'il y a des gens qui savent pas? N'hésitez pas à le dire, hein, parce que je ne sais pas si, je ne sais pas si tout le monde est au courant de ce qu'est l'ego, ou si vous voulez une définition, je vous la donne, il n'y a pas de souci. Je veux bien que tu redonnes une définition. Ok, Fanny. Donc, en fait, l'ego, c'est notre, j'appelle ça notre véhicule pour nous orienter et faire des choses dans la vie. C'est-à-dire que quand on s'incarne, enfin, moi, en tout cas, je connais l'incarnation, on a besoin c'est comme quelque chose qui nous permet de nous déplacer, d'opérer sur cette vie terrestre. Donc, c'est comme un ordinateur de bord. Et donc cet ego, il a accumulé. C'est le résultat de toutes nos expériences, des croyances que l'on a faites et des décisions que l'on a prises. Donc, l'ego nous permet, il est câblé pour nous permettre de survivre. Donc, en fait, ce que fait l'ego, c'est qu'il enregistre toutes les expériences que l'on a depuis petit pour nous apprendre à nous débrouiller dans cette vie. Donc, l'ego a un but, il est fonctionnel pour beaucoup de choses. On dit souvent que l'ego n'est pas bon, etc. En fait, l'ego est fonctionnel pour beaucoup de choses, comme par exemple, j'ai besoin d'apprendre à aller acheter mon pain, faire des courses, conduire. J'utilise mon ego, c'est-à-dire que j'utilise toutes ces expériences que j'ai dans le passé accumulées pour pouvoir faire les choses. Mais, par exemple, l'ego me sert à me protéger parce que si j'ai une expérience où je me suis brûlée, par exemple, l'ego a enregistré, le feu c'est dangereux, donc j'évite de mettre mes mains dessus, ça brûle. Donc c'est pour ma protection. Donc il y a une forme de fonctionnalité pour l'ego. Le problème que l'on a avec l'ego, c'est qu'en fait, il est orienté sur le passé, principalement orienté sur le passé. C'est-à-dire qu'il se base sur le passé pour comprendre ce qui se passe maintenant et faire des projections sur ce qui pourrait se passer dans le futur. Et souvent, les projections que l'on a sont généralement négatives parce que l'ego il regarde toujours les scénarios un peu catastrophes ou les scénarios noirs. Donc, si par exemple, je ne sais pas, on a été beaucoup réprimandé quand on était enfant, quand on parlait parce qu'on était très volcanique, très agité, on était un enfant qui était très vivant, on a pris l'habitude de nous réprimander ou de nous donner des coups quand on se lâche un petit peu, l'ego a enregistré, peut avoir enregistré. Quand je me lâche et que je laisse parler ma nature, pour moi, c'est dangereux pour moi d'être libre, je dois apprendre à me contrôler. Donc ça, c'est une croyance. Donc, on pourrait se dire, c'est pas un souci, sauf que le problème, où le jour où vous voulez, par exemple, commencer quelque chose, vous lâchez dans votre danse, si vous êtes un danseur, vous voyez vous exprimer et vous libérer et vous sentir libre, l'ego va vous mettre un frein. Parce que lui, il va dire, parce qu'il va regarder ce qu'il a en magasin, il va se dire, en fonction de ce que j'ai en magasin dans mes fichiers, se sentir libre, c'est dangereux. Par exemple, vous voyez? Donc, c'est ça l'ego, en fait. Donc, en fait, l'ego il y a ce qu'on sait consciemment et tout ce qui est inconscient, la partie immergée de l'iceberg, entre guillemets, des croyances, où il y a énormément de choses dont on n'a pas conscience. Et pour commencer à en prendre conscience, il y a un outil qui est fantastique pour ça, c'est les conflits. Et donc, c'est ce qu'on va voir notamment aujourd'hui, comment on peut utiliser les conflits pour comprendre ce qui se passe, commencer à faire émerger toutes ces choses inconscientes qui nous drivent. Est-ce que c'est à peu près clair? Je continue ou vous avez des questions? Profitez-en. J'essaie de vous donner la parole, mais vous pouvez m'arrêter quand vous voulez. Hein. Donc, mettez-moi un pouce comme Fanny l'a fait si ça vous va. Très bien, si vous merci. Avez des questions. Merci, Peggy. OK. Donc, on va continuer d'avancer sur cette notion de conflit et comment est-ce qu'on peut regarder. Et je trouve que c'est très intéressant de justement de changer son rapport au conflit. Parce qu'énormément de personnes n'aiment pas les conflits, ont peur des conflits, évitent les conflits tout simplement parce qu'on ne nous a pas appris à les gérer et parce qu'il y a quelqu'un qui a un bruit de fond. Donc, mettez les micros. Alors, je ne sais pas. Voilà, je vais mettre
Ok. Donc, en fait, on ne nous a pas appris à gérer les conflits et surtout, souvent, on considère qu'un conflit comme étant quelque chose de négatif, quelque chose à éviter et on a tendance à les fuir. Surtout si on a un ego, qui était mon cas, qui pensait, qui évitait, qui avait peur des conflits, etc. Donc, moi, j'avais tendance à prendre la tangente directement pour éviter. Donc, pour éviter des conflits, j'avais beaucoup de conflits internes et beaucoup moins de conflits externes. Mais n'empêche que, quel que soit interne ou externe, c'est toujours intéressant de regarder. Alors, comment est-ce qu'on regarde justement un conflit? Qu'est-ce que ça nous apprend un conflit? Alors, je vais commencer par vous donner de petits exemples. Ça va vous permettre de voir quel type de croyances on peut développer et comment ça se joue. Ça va peut-être vous donner des pointeurs et des indicateurs. Donc, j'ai travaillé avec un certain nombre de personnes et je vais vous donner des exemples sur comment, par exemple, la différence qu'il peut y avoir entre ce qui se passe au niveau conscient et ce qui se passe au niveau inconscient. Parce que généralement, dans 90% des cas, en tout cas la vaste majorité des cas, ce que vous pensez qui est en train de se passer dans un conflit, c'est pas ce qui se passe. C'est pas vraiment là où, c'est pas vraiment ce qu'il faut regarder et c'est pas là où est, c'est pas enfin, ce que vous pensez vouloir obtenir d'un conflit, c'est pas vraiment ce qui se passe. Et donc, c'est comment devenir plus conscient des enjeux véritables qui se jouent pendant un conflit. Donc, je vais vous donner un exemple. Il y avait un homme qui était venu me voir et l'un des problèmes sur lesquels on avait travaillé, c'était sa relation aux autres. Euh, alors, c'est ça. Et en fait, quand il m'a parlé de son problème, il me disait quelque chose comme j'ai du mal à rester dans une ambiance de travail inconfortable. C'est quelqu'un qui changeait de job quasiment tous les ans, enfin assez régulièrement, parce que ça finissait toujours par une ambiance un peu pourrie et il avait souvent des problèmes avec ses managers. Et donc, quand je le fais parler, donc on voyait, donc on est le problème, donc on commence à déconstruire. Donc, il faut regarder ses pensées, ses sentiments. Donc, on remonte, on essaye de partir des pensées et des sentiments. Donc, il me disait qu'en fait, que ça le révoltait que les gens parfois s'écrasent devant les bosses, que les conditions de travail sont importantes, qu'il ne peut pas rester dans des conditions qui sont négatives, qui ne sont pas agréables. Voilà, qu'en fait, que ces managers ont une vision fermée, etc., etc. En tout cas, voilà, il me décrivait un petit peu comment ça se passait dans son environnement de travail et qu'en fait, les sentiments qu'il avait, c'est que c'était beaucoup d'énervement, d'agacement et de frustration par rapport à ça. Et donc, quand on commence, voilà, et donc on regarde un petit peu, je regarde un petit peu et on commence à travailler un petit peu sur quelles sont ses croyances. Et quand on remonte intuitivement à quelles sont ses croyances, on s'est rendu compte que ce qui était derrière, ça allait au-delà de je ne m'entends pas avec mon boss, mon boss a des méthodes managériales que je n'aime pas, ce qui est peut-être le cas, hein, j'en sais rien, je n'ai pas travaillé avec son boss. Mais en tout cas, sa contribution au problème, et c'est ce qui est important, il y a toujours dans un conflit ma contribution, la contribution de l'autre. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est regarder sa contribution et comment on contribue à générer le conflit. Donc, dans sa contribution, on s'est rendu compte que sa relation conflictuelle et les conflits qu'il générait ou dans lesquels, en fait, venaient de sa relation au père. Il avait un père qui était très sévère, très dictateur, et il avait il a eu enfin un sentiment profond d'injustice. Donc, ce qui tournait derrière en termes de croyance chez lui, c'est la vie est injuste, l'autorité me maltraite, et donc il avait beaucoup d'agressivité qu'il avait entre guillemets refoulée ou parce que depuis petit l'autorité était vue comme étant injuste et il y avait même et ça lui avait développé une haine face à l'injustice. Donc quand on commence à regarder ça, là on commence à se dire ok, il y a cette croyance qui tourne derrière. Qu'est-ce que ça pousse comme comportement? Parce que vous voyez, les croyances vont générer des émotions, des sentiments qui vont nous pousser à l'action. Et quand on fouille un petit peu plus et qu'on regarde quelle action ces croyances finissent par générer, eh bien, on s'est rendu compte que chez lui, ça générait une agressivité passive. Et en fouillant un petit peu plus, on s'est rendu compte qu'il avait tendance à parler ou parfois même couper la communication. Il avait une agressivité passive dans le sens où il
il cassait du sucre sur le dos du boss. Vous voyez, en parlant à ses collègues, il y avait ce truc où, voilà, au lieu d'aller directement parler au boss et essayer de trouver une solution, soit il était en agressivité passive, ou soit il avait un conflit directement ouvert avec le boss. Parce que, vous voyez, parce que lors de ce conflit-là, son ego était en train de chercher à prouver que l'autorité est injuste. Pourquoi? Parce que c'est une des croyances qu'il a développées. Dans l'autorité est injuste, l'autorité me maltraite, l'autorité m'empêche d'être libre. Il y a ça qui tourne chez lui de façon très, très forte. Et à chaque fois qu'il y a un conflit qui pointe le bout de son nez, l'ego cherche quelque part à prouver une croyance qu'il a déjà. Donc, vous voyez, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu, oui, voilà, moi, en fait, dans sa tête, il se dit, moi, j'aimerais avoir des relations bonnes, c'est de la faute de mes boss, etc., etc. Il y a ça qui se passe au niveau conscient, mais au niveau inconscient, il y a un deuxième enjeu, qui est l'enjeu majeur, qui est, en fait, je suis en train d'essayer de prouver que l'autorité est injuste. Et je vais montrer que l'autorité est injuste, quitte, et à la limite, se faire que ça pourrisse l'ambiance ou pas, c'est secondaire. On s'est même rendu compte en travaillant qu'il nourrissait ça. C'est-à-dire qu'avec son agressivité passive, il plombait l'ambiance et il n'avait pas une discussion franche et il ne proposait pas nécessairement de solution. Quand il avait une discussion avec son boss, il avait une discussion, enfin, il avait une approche qui était assez agressive où il l'attaquait. En fait, il titillait le boss jusqu'à ce que le boss craque pour prouver à quel point il était injuste, etc. Donc, son approche inconsciente de la confrontation, si vous voulez, avec le boss, c'est inconsciemment, je vais prouver à quel point tu es injuste et méchant, de façon schématique, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vous ai donné cet exemple pour voir qu'il y a toujours ce que vous pensez qui se passe dans un conflit et ce qui se passe vraiment. Et pour commencer justement à émerger de ça et à sortir de ce conditionnement, il faut déjà en prendre conscience. Et c'est là, et c'est pour ça que c'est particulièrement important justement de prendre du recul et d'analyser ces conflits. Et de commencer à se dire qu'en fait, on est co-créateur de ces conflits. Ce que je vis, et dès qu'il y a une expérience forte, ça peut être avec quelqu'un ou un gros dilemme, c'est une alarme, vous voyez, c'est une alarme qui me dit, OK, il se passe quelque chose là, c'est à moi d'aller voir ce qui se passe. Et ce n'est pas nécessairement ce que je pense qui se passe. Donc, ça permet aussi de prendre du recul en se disant, moi, j'ai l'impression que il est injuste, je pointe du doigt vers lui, et peut-être que la personne est agressive, là, parce que la personne aussi a son histoire, a son ego. Mais moi, c'est prendre la responsabilité de se dire, OK, c'est quoi que je suis en train de créer là et comment je le crée? Comment je contribue à cette situation? Vous voyez? Et c'est ça qui est important parce que tout ce qu'on peut faire, c'est se changer, dans un conflit, tout ce qu'on peut faire, c'est changer sa partie du jeu. Vous voyez, un conflit, c'est comme un match de tennis, quoi. Si vous décidez que vous ne jouez plus, il n'y a plus de jeu. Ou si vous changez votre jeu, peut-être que votre partenaire va changer son jeu aussi. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est nous changer, nous. Il ne faut pas attendre que l'autre change. Ça veut dire que c'est peine perdue. Parce qu'on va changer ce sur quoi on a vraiment un pouvoir, c'est-à-dire nous-mêmes et les décisions que l'on prend. Donc, à cette personne, quand on lui a reflété ça et qu'il a conscientisé ça, maintenant, avant, il était conditionné. Maintenant, il a un choix. Quand il peut réapprendre à s'observer au quotidien pour prendre des décisions différentes. Quand il voit qu'il commence à casser du sucre sur le dos, il peut décider que aujourd'hui, il ne va pas rentrer dans ça parce qu'il nourrit quelque chose qui n'est pas ça. Et il peut approcher véritablement son boss en ayant conscience de ce qui tourne derrière chez lui pour essayer de trouver véritablement une solution. Et donc, non plus juste être en mode mode conditionnement, et où il pense de toute façon que inconsciemment, le boss est contre lui, que voilà, l'autorité est contre lui, parce que c'est ce qu'il a vécu de façon très dure dans son enfance. Donc, est-ce que c'est à peu près clair? Est-ce que vous avez des questions? Ça vous évoque des choses? Alors, moi, de mon côté, c'est un peu ce que je vis en ce moment, en fait, dans ma vie. Donc, effectivement, ça m'apporte quand même aussi des réponses. D'accord. OK. OK. Alors, je vais continuer. Je vais vous donner un autre petit exemple parce que j'aime bien, moi, travailler avec des exemples. Ça peut être mon propre exemple ou des exemples de clients. J'essaye quand même de donner aussi beaucoup d'exemples qui m'appartiennent parce que c'est mon histoire et que c'est celle que je connais le mieux. Parce que je peux vous dire que j'ai fouillé. Donc, je la connais bien, mon histoire. Enfin, je ne connais pas tout, mais j'ai déjà fouillé pas mal.
Et ce que je veux dire aussi, c'est que nos conflits, même quand ils peuvent paraître anodins, parfois ils sont intéressants quand même à regarder. Je vais vous donner un exemple pour moi. Euh, C'était quelque chose qui s'est passé avec mon ex. Et en fait, à l'époque, j'avais des problèmes de digestion. J'étais très gourmande, mais un truc que je digérais pas bien, c'était le pain, notamment. Et donc, mon ex, comme il savait que j'étais gourmande, il avait tendance à me dire, mais non, tu manges trop de pain, après tu auras mal au ventre et tout. Moi, je m'en foutais, je bouffais mes trucs. Et en fait, à table, ça m'énervait quand je voyais qu'il essayait de m'empêcher de manger du pain ou m'empêcher de manger quelque chose. Et même si j'avais quelque part conscience qu'il essayait de m'aider, ça m'irritait, ça m'agaçait. J'avais l'impression de me sentir épiée. Je disais, mais de quoi il se mêle? Mon ego s'en mêlait, de quoi il se mêle? Donc, consciemment, c'est ce que je me disais. Si j'assume, si j'ai mal au bide, j'assume, je mange mon truc et puis j'assume, je mon mal de bide après, j'assume quoi. Après, je vais me prendre s'il faut, je prendrai du charbon actif et puis voilà quoi. Mais bon, en tout cas, vu que je trouvais qu'il y avait une disproportion, et ça c'est souvent un indice pour vous, il y a comme une disproportion entre ce qui se passe et votre réaction. Je trouvais ma réaction, je me sentais épiée, j'étais énervée, je sentais ma réaction quelque peu disproportionnée pour juste bouffer du pain, quoi. Et donc, quand j'ai regardé intuitivement, et je suis revenue un petit peu en arrière sur ce que ça m'évoquait, je me suis rendu compte que ce conflit de pain me ramenait à quand j'étais plus jeune, parce que j'avais horreur de manger à table. Enfin, il y avait des choses que je n'aimais pas quand on mangeait à table avec mes parents, c'est que quand on était jeune et qu'on apprenait à manger, on ne tenait pas bien notre couteau ou notre fourchette. Si on faisait un truc un peu de travers, mon père retournait son couteau, je ne sais pas si vous avez fait ça, et puis bang, d'un seul coup, on prenait un coup de manche de couteau sur les doigts parce qu'on ne tient pas sa fourchette. Quoi. Donc, on était là en train. Et donc, j'avais horreur de ça, je me sentais épiée, j'aimais pas ça, j'avais simplement horreur de ça. Et je me suis rendu compte que cette petite histoire de pain me renvoyait à ce truc où putain, les hommes, mon père m'épie, il essaie de me contrôler, je peux pas, il me fait chier, etc. Vous voyez, tout ça là, c'est ça qui se jouait. Et donc, quand j'ai pris conscience de ça, là, au début, je m'en suis pas tout de suite rendu compte. Donc, je disais, ah, mais je me suis énervée, je me suis agacée. Après, quand j'ai pris conscience de ça, là, on peut passer dans une deuxième phase, qui est comment est-ce qu'on communique. Parce qu'avant de prendre conscience du véritable enjeu, on communique en disant, ah putain, je fais ce que je veux, j'assume. Vous voyez, on a ce truc où on va blâmer l'autre, on va se blâmer, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui est une communication qui généralement ne mène nulle part. Et quand on commence à prendre conscience de l'enjeu véritable, là, on commence à prendre la responsabilité de comment on se sent et on peut commencer à communiquer différemment. Au lieu de communiquer sur tu as fait ça, j'ai fait ça, tu n'aurais pas dû faire ça, etc., on peut commencer à communiquer sur ce qui se passe véritablement. Et on a une conversation qui est différente. Donc, quand j'avais dit à mon ex que, effectivement, je comprenais que quand il me disait ça, ça me ramenait à mon enfance et que je me sentais très blessée, très épiée. Et ok, il a compris. Et bien justement, et je lui ai dit d'arrêter justement de me faire ces remarques sur ce que je mangeais tout. Il a compris et il a arrêté. Le sujet a été réglé. Et bon, parce que moi aussi, j'ai communiqué différemment. Au lieu de communiquer sur juste que ça me fait chier et qu'il m'emmerde, en gros, hein, pour simplifier, que j'ai communiqué sur comment je me sentais, d'où ça venait, et j'ai pris la responsabilité de comment je me sentais. Donc, on a une conversation qui est totalement différente. Et c'est là où on commence à avoir des conversations un petit peu plus d'adultes au lieu de juste être dans notre enfant intérieur blessé qui se sent humilié, dominé, etc., quelle que soit l'histoire que votre enfant intérieur a. Et vous voyez, c'est pour ça que je dis que quand on commence à regarder nos conflits, c'est une porte ouverte pour, euh, pour, euh, pour développer de la connaissance de soi, pour y apprendre à développer de la connaissance de soi et grandir en maturité, parce qu'on n'a pas du tout le même type de conversation. Vous voyez? Et c'est ça qui est important sur comment on va communiquer, ce qu'on va communiquer, et si on va rentrer dans notre jeu égotique qui va créer, vous voyez, avec la boucle, toujours le même comportement, les comportements qui vont renforcer la croyance. Vous voyez? Donc, quand moi, je suis dans mon comportement où je m'énerve, je m'agace et tout, je n'arrive pas à avoir une conversation véritablement avec mon ex, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça renforce. Eh bien, lui aussi, peut-être même, il s'énerve. Et en fait, ça renforce l'idée que les hommes me font chier, ils essaient de me dominer et ça ne mène nulle part. Alors qu'en fait, ça n'a pas lieu d'être. Vous voyez, ça nous permet d'avoir des conversations d'adultes.
Le problème, c'est que, en fait, jusqu'à ce qu'on comprenne quels sont les véritables enjeux de nos conflits, on a des conversations d'enfants blessés, en fait. C'est ça, beaucoup. Et ça demande justement de l'apprentissage pour retrouver petit à petit un peu plus de maturité, entre guillemets. C'est plus une maturité, mais dans le sens conscience, avoir une conscience élargie de nos comportements pour pouvoir avoir des conversations différentes. Alors, est-ce que ça vous parle? Vous avez des questions? Non? C'est clair ou... Non, oui, c'est clair, Peggy. Excuse-moi, je mets pas la caméra et le son parce que j'ai une bande passante Pour moi, un ça peu va. difficile. Non, c'est très instructif. Merci. D'accord. Ok. Bonsoir Peggy. Oui, bonsoir Célia. Ah, Mais, écoute, en fait, c'est juste pour te dire qu'il y a des questions en fait sur le chat. ah oui, c'est vrai que j'ai Voilà. tendance à ne... Vous voyez, c'est difficile pour moi de monitorer et les vidéos et le chat. Donc, n'hésitez pas, si vous avez mis une question et vous voyez que j'ai pas regardé, eh ben, faites-moi signe, levez la main, parlez parce que... Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a quelqu'un, Fabrice Germani, qui dit le son est faible, c'est normal, est-ce ainsi pour les autres? D'accord. Alors, est-ce que les conflits prennent leur source dans les 5 blessures de l'âme? Les conflits peuvent-ils révéler les traumatismes liés à l'enfance? Alors, les conflits peuvent-ils révéler les traumatismes liés à l'enfance? Définitivement, puisque avec les traumatismes que l'on a créés, hein, c'est toujours pareil, quand on a un traumatisme, on a une expérience, et en fait, le traumatisme, va créer un certain nombre de croyances. Des croyances, c'est des opinions, des avis que l'on se fait. Ben, on a un traumatisme, on va se dire, on va faire et on va développer une opinion pour donner du sens et essayer de comprendre ce qui nous arrive quand on est enfant. Avec maturité, notre degré de compréhension d'enfant, hein, c'est des choses qu'on développe entre 0 et 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça dépend. Il faudrait demander aux psychologues, ils auront peut-être une idée plus précise. Moi, j'ai vu un petit peu de tout. Il y a des gens qui disent au 0 et 4, il y a des gens qui disent au 0 et 7. Bon, voilà, en tout cas, c'est pendant l'enfance. Et donc, définitivement, puisque on a une expérience et quand l'enfant a mal parce qu'il ressent des douleurs, il essaye de donner du sens à ce qu'il a expliqué, donner du sens à ce qu'il vit et il va développer une croyance. Si par exemple il est battu par ses parents, eh bien il peut développer la croyance que en fait il va pas remettre en question. Il va remettre en question le parent en disant c'est juste mon père c'est un alcoolique qui me bat quoi. Il va pas le dire, il va dire en fait moi il y a un problème avec moi, je ne mérite pas d'être aimé. Je ne suis pas aimable, entre guillemets, je ne mérite pas d'aimer. Par exemple, c'est plus compliqué que ça, c'est complexe, mais de façon, on va dire, schématisée simple, ça peut être ça. Donc, c'est juste pour expliquer que définitivement, les conflits peuvent être liés à nos traumatismes, très classiques aussi, relation masculine. Les conflits que l'on a dans notre relation masculine, il suffit qu'on ait eu des abus sexuels, ou même sans aller avec des abus sexuels, une relation difficile au masculin, ça va se répercuter sur notre relation, sur nos relations de couple. Donc, regardez les conflits que vous avez avec vos partenaires et commencez à fouiller pour voir ce que ça vous dit. Et donc, comment fouiller? Alors, pour les personnes qui étaient là lors du tout premier webinaire, enfin, de la toute première rencontre que j'ai faite sur la peur, je vous avais fait un petit exercice où on rentre dans le corps pour regarder ce qui se passe. Vous pouvez utiliser, si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser cet exercice pour commencer à comprendre, ok, je reste avec la douleur que je ressens, l'émotion que je ressens, et je laisse l'émotion me parler, voilà, pour comprendre ce que j'ai déduit, les opinions que j'ai dérivées, que j'ai déduites, et qui sont réveillées en fait. Hein. Il faut vous dire que c'est comme si globalement on ne crée rien de neuf. C'est-à-dire que les expériences que l'on vit viennent révéler des choses qui sont déjà existantes en nous, des blessures qui sont déjà existantes. Donc, on ne crée pas grand-chose. C'est comme si la psyché, l'ego s'est formé. Nos croyances limitantes, nos blessures, elles sont formées, elles sont déjà là. Elles sont peut-être en sommeil où on n'en a pas conscience, mais elles sont déjà là. Donc, les expériences viennent révéler des choses, mais elles ne créent
rien de neuf qui n'existe pas, même si ça se déploie dans des situations qui sont totalement différentes, quoi. Donc, par exemple, moi, j'ai une blessure dans mon expression. Mon expression dans le sens où je ne me suis pas sentie autorisée à m'exprimer à qui je suis depuis petite. Ben, ça s'est répercuté dans plein de choses. Ça s'est répercuté dans ma carrière. Au début, c'était très difficile de faire des conférences et de parler. Donc, j'ai dû faire tout un travail pour me libérer et m'autoriser à parler, que j'étais très timide, très réservée pendant très longtemps. Donc, ça s'est dans ça, mais pareil. Ça s'est mis aussi dans mes relations de couple. Parce que quand on n'est pas autorisé à exprimer, c'est difficile de parler de ses besoins et de ce qui ne va pas. Hein. Donc, vous voyez, vos blessures, elles se déploient dans vos relations personnelles et professionnelles de façon différente, mais c'est toujours la même racine. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'identification de la cause personnelle du conflit entraîne-t-elle de la souffrance? Momentanément. Oui, mais momentanément. Et c'est pour ça que des personnes ont peur d'aller fouiller parce qu'elles ont peur d'aller réveiller des choses qui font mal. Mais la voie de la libération, si vous voulez, elle est à travers. C'est-à-dire qu'on va souffrir pendant un moment, on va souffrir pendant, le temps, peut-être une journée, plusieurs jours, le temps de digérer, de laisser l'émotion, mais une émotion, ça passe et ça vient. Ça passe, ça nous traverse, mais au bout d'un moment, ça s'évacue. C'est le fait de vouloir les réprimer. C'est comme un enfant. Plus on essaie de les réprimer, plus il crie fort. Donc, c'est apprendre en fait à accueillir ça et développer de la bienveillance pour soi. Développer justement, et ça s'apprend à développer de la bienveillance, ce qui fait que au lieu de souffrir pendant 30 ans, 20 ans, 40 ans avec des trucs, peut-être qu'on souffrira une semaine, ça dépend un mois, ça dépend de ce que c'est, mais on ne va pas souffrir 30 ans avec, parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qu'on porte depuis 30 ans en nous, quoi. 40 ans, il y a même des gens qui meurent en ayant gardé tous des trucs lourds depuis l'enfance. Donc, si on peut s'alléger et vivre des vies plus sereines, ça vaut le coup de rentrer dedans. Mais c'est vrai que c'est désagréable, c'est inconfortable, ça fait mal. Mais ça nous apprend à accueillir. Et c'est vraiment ça. Une des clés, c'est de pouvoir accueillir la douleur. Vous voyez, accueillir la douleur et pour qu'elle nous apprenne, laisser remonter, laisser pleurer cet enfant, pleurer, s'autoriser. Attendez, il y a un bruit là, je vais. Donc, s'autoriser à pleurer, à être triste, laisser les émotions nous traverser pour pouvoir après s'en libérer et développer de la bienveillance. Parce que c'est important de les accueillir avec bienveillance, justement. Et ça s'apprend. C'est-à-dire, quand on commence à réaliser que, en fait, en nous, il y a cet enfant blessé, il y a tous ces enjeux égotiques que notre ego essaye d'avoir avec les conflits que l'on a, eh bien, même si ça nous fait du mal, on peut se dire, OK, ça, c'est une histoire. Je me suis raconté l'histoire que je ne suis pas autorisée à m'exprimer, mais je me suis raconté l'histoire que les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça. Mais ça, c'est juste une histoire. Ça, c'est une histoire que je me suis racontée et je peux petit à petit apprendre à me détacher. Je ne suis pas mon histoire. Ce n'est pas parce que j'ai mes expériences, j'ai généré des expériences qui, quelque part, ont renforcé ou découlent de ces histoires, que c'est qui je suis. Qui je suis va au-delà de cette histoire. Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mon histoire personnelle ou mes croyances et mes blessures. Ce que je suis va au-delà de ça. Donc, développer de la bienveillance pour soi et réapprendre à s'aimer. Et c'est ça aussi le conflit. Le conflit, c'est un chemin d'amour. Apprendre à gérer ces conflits, c'est un chemin d'amour, d'acceptation, de pardon et d'amour de façon générale. Et on va rentrer un petit peu plus dans ça. Comment un conflit peut nous guider sur notre chemin d'amour, notre chemin d'éveil. Parce que, en fait, ça dépend ce qu'on entend aussi par éveil, vous voyez. Mais pour moi, déjà, apprendre à se détacher de l'ego, c'est une forme d'éveil. C'est-à-dire comprendre que j'ai une nature véritable, une essence, quelque chose vous mettez le mot que vous voulez dessus, quelque chose de divin qui n'est pas toute cette histoire, tout cet ego. Je ne suis pas mon ego. Et ce qui fait que ça permet de traverser et d'accueillir toutes ces phases avec plus de bienveillance et apprendre à s'aimer. Et au fur et à mesure qu'on apprend à se détacher de son histoire, on accueille ses souffrances et on apprend à se détacher, on accepte la situation, on accepte
les émotions que l'on a. On accepte la situation qu'on la vit pour pouvoir transcender ça et construire autre chose. Donc, je vais développer un petit peu plus le chemin d'amour et comment les conflits, justement, peuvent être intégrés à ce chemin d'amour. Alors, il y a marqué, est-il possible de couper les micros? Alors, attendez, je regarde les questions avant d'avancer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez arrêter. Moi, à la limite, je préfère même que vous me posiez la question de vive voix. Hein. On évite souvent le conflit, non pour éviter la personne, mais les émotions et les souvenirs anciens. Tout à fait. Souvent, c'est le cas, c'est vrai. Parfois, une simple odeur ou un bruit particulier réveille une blessure. Tout à fait. Effectivement. Bon, ben c'est bien. Rosalie, est-ce que tu as envie de partager un petit peu plus à ce sujet avec nous, justement, sur que ce conflit qui... Alors, je te mets un peu sur le spot, là, comme on dit en anglais. Tu as envie de partager ou pas? Oui, alors je te réponds. Oui, d'accord. Alors, je prends par exemple, moi je travaille avec des élèves décrocheurs et beaucoup des fois refusent d'aller en cours. Je leur demande, mais quelle est la difficulté? Et bien souvent, c'est parce qu'en fin de compte, ils ont eu un conflit avec le professeur et du coup, ils sont restés dans une émotion négative et ils ont du mal à se dire que c'est pas parce qu'on a eu un désaccord lundi que mardi, ce désaccord, il va perdurer. Donc, bien souvent, c'est parce qu'on reste dans une situation passée qu'on arrive à des blocages d'élèves qui ne vont pas en cours. Et moi, je travaille beaucoup là-dessus pour leur dire non, il ne faut pas rester figé dans cette crainte de rester dans le conflit. Un conflit, il se désamorce par un dialogue. Déjà, s'il y a eu un conflit, c'est parce qu'il y a eu une mauvaise communication, ou une non-communication, ou des quiproquos. Donc, voilà, moi, c'est ce que j'ai remarqué de par mon expérience, et même aussi moi. Je sais que quand j'ai du mal à aller vers quelqu'un, c'est que quelque part, il y a une frustration, il y a quelque chose qui ne me plaît pas, et du coup, si la relation j'y tiens, ben, je vais chercher à comprendre ce qui m'a interpellée. Et si pour moi la relation n'a pas de sens, elle n'a pas de choses très très importantes, je laisse plutôt. Et puis aussi, bon, si la relation elle est importante, je vois que les conflits étaient nombreux et que je n'y arrive pas, ben, je mets un terme à tout. Moi, si je n'arrive pas, je ne force plus. Ok, super. Merci Rosalie. Donc, tout à fait, hein, c'est vrai que quand on a un conflit avec les gens, je dis ce qui me vient. Vous savez, on pointe les gens, par exemple, on pointe les gens du doigt en se disant, lui, il a fait ça. Et j'avais vu cette phrase qui m'avait beaucoup marqué. Quand on pointe un doigt vers quelqu'un, il ne faut pas oublier qu'il y en a trois qui pointent vers soi. Et c'est ça. Et je me souviens que j'avais rencontré une femme très, vous voyez, comment on dit ça, voluptueuse, sexy, vous voyez, très dans la séduction, très, un peu, comment ça s'appelle? Jessica Rabbit. Vous voyez un peu dans ce style-là de Jessica Rabbit. Vous voyez, qui veut la brune, un petit peu, enfin, elle n'était pas brune, mais je ne sais pas si vous voyez qui est Jessica Rabbit, mais un peu cette énergie-là de très, il y a quelque chose de sensuel, sexuel et tout. Et quand j'avais rencontré cette femme, il y avait quelque chose qui me gênait. Et donc, mentalement, je m'étais dit, oh là là, c'est un peu, vous voyez, le jugement, oh là là, c'est un peu, dis donc, regardez-moi comment elle se comporte, c'est un petit peu exagéré, quoi. Putain, trop séductrice, je trouvais ça trop. Donc ça, vous voyez, j'étais dans mon jugement. Mais en fait, quand je me suis posée, que j'ai regardé ça, pourquoi est-ce que ça me gênait chez elle? Simplement parce que moi, c'est une partie de ma sensualité que j'avais pas, que j'avais refoulée. En général, quand ça nous gêne, quand il y a quelque chose souvent qui nous gêne chez l'autre, c'est souvent parce que ça vient réveiller quelque chose chez nous ou qu'on n'a pas aimé, qu'on n'a pas accepté, qu'on a réprimé ou qu'on juge négatif en nous et qu'on ne veut pas voir. Et en le voyant chez l'autre, ça nous réveille quelque chose en nous qu'on ne veut pas voir et c'est pour ça qu'on pointe la personne du doigt et qu'on la blâme et qu'on la critique, c'est parce qu'on n'arrive pas à l'accueillir en nous. Et je me suis rendu compte que c'est parce que j'accueillais pas ma propre sensualité, j'assumais pas ma féminité totalement et donc j'avais ce travail à faire sur ma propre féminité pour pouvoir sortir de ce jugement négatif que j'avais sur cette femme. Après, je ne sais pas quelle est l'histoire de cette femme, pourquoi elle est comme ça, etc. Mais ça, à la limite, ça n'a pas d'importance. Mais donc, c'est toujours pareil. En fait, c'est toujours regarder pourquoi est-ce qu'on réagit, comment on réagit face aux gens. La fille, elle est comme elle est, j'en sais rien pourquoi elle est comme elle est. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est comment moi, ça me fait réagir. Donc, vous voyez,
je vais vous donner des petits exemples aussi de choses que j'avais préparées pour comprendre. Les personnes qui sont souvent très, très critiques. Souvent, on en connaît, hein, ou peut-être même nous-mêmes aussi, hein, si on est honnête avec nous-mêmes, il y a toujours un moment où on donne un petit coup de langue sur les gens. Donc, en général, souvent, les personnes qui sont très critiques ou qui dévalorisent l'autre, qui ont des conflits qui sont très dévalorisants, qui entrent en conflit et commencent à dévaloriser les gens, c'est souvent des personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes. Parce que vous voyez, je prends toujours cet exemple. Quand on manque d'estime de soi, en général, on a tendance à se percevoir comme dévalorisé par rapport aux autres. Donc, un peu inférieur. Inconsciemment, hein. Si vous demandez aux gens, peut-être qu'ils ne vous le diront même pas, mais inconsciemment, il y a ça. Et donc, comme on n'arrive pas à accepter de se sentir nul, de se sentir dévalorisé, ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, si on est dysfonctionnel, eh ben, on essaye de rabaisser l'autre pour équilibrer la balance. Donc, au moins, on est dans sa merde, mais si on peut tirer les autres et dévaloriser les autres, on est moins seul dans sa merde, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que les personnes commencent à être très, très, très critiques. Parfois, ce n'est pas du 100%, mais souvent, c'est parce que c'est lié à un manque d'estime d'elle-même ou quelque chose qu'elle n'arrive pas à accepter en elle. Donc, il faut qu'elle le critique à l'extérieur. Il faut que le critique, elle le dévalorise à l'extérieur parce que c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On ne peut donner que ce qu'on a. Si on donne beaucoup de rancœur, de dévalorisation, c'est parce que c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Si on rayonne d'amour et de joie, pourquoi voulez-vous aller dévaloriser les autres? Aucun intérêt. Donc, il y a ça. Donc, commencer à comprendre un petit peu. Ce qui fait que ça nous, vous voyez, quand on commence à développer ce genre de conscience de soi, ça nous rend plus tolérants avec les autres parce qu'on se rend compte que les gens galèrent, ils ont leurs limitations, ils ont leurs douleurs, ils se débrouillent comme ils peuvent, quoi. Et donc, nous, quand on apprend à accepter nos souffrances, à les traverser, eh ben, on est plus tolérant avec les souffrances des autres. Et ça ne veut pas dire qu'on va tout accepter non plus, hein. On sait bien que, par exemple, un homme qui bat sa femme, il y a une souffrance là, mais bon, ça ne veut pas dire qu'on va rester prendre des coups pour autant, sous prétexte qu'on... vous voyez. Mais ça peut nous développer, on peut développer plus de tolérance et de compréhension sur, on se dit, des autres, plus de tolérance pour les autres et pour soi, parce que quand on en réapprend à s'aimer, on réapprend à être plus tolérant avec ses souffrances, à les accepter, à les traverser. Et quand on les a intégrées, vous voyez, quand on a intégré, par exemple, son rapport au féminin, on est beaucoup plus tolérant avec les femmes qui justement, ont montrent ou démontrent ou, des choses ou des aspects de notre féminité qu'on a réprimés. Mais ça, c'est valable pour plein de choses. Autre chose aussi, un autre exemple de croyances que l'on retrouve énormément. Alors, attendez, je cherche un truc. Je cherche un petit document. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, comment est-ce que, quelque chose à comprendre aussi sur les conflits, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails des différents types de croyances qui peuvent générer différents types de conflits. Je vais juste vous donner 2-3 exemples qui sont très communs, que vous allez pouvoir appliquer à votre vie peut-être et qui vous concerneront. Donc, par exemple, quand on a la croyance qu'on ne peut pas avoir confiance en soi ou qu'on ne peut pas avoir confiance en l'autre. D'ailleurs, ça s'entend beaucoup. Si vous écoutez les gens, ils vont vous dire « Ah, on ne peut pas faire confiance aux gens ». Donc là, ils le disent ouvertement. Ah ben, qu'est-ce que ça va? Ça peut générer comme type de conflit. Les gens qui manquent de confiance en eux ou manquent de confiance en l'autre, ils auront tendance à mettre en place des tests inconscients pour tester les autres sans leur dire. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans des enjeux en se disant « Je vais faire un test et je vais intégrer la personne je vais faire un test sans dire à la personne qu'elle est testée pour voir comment elle réagit. Mais je vais faire en sorte que la personne me trahisse ou je vais lui demander quelque chose ou je vais avoir des attentes que je ne vais pas formuler juste pour voir si elle-même, elle va comprendre d'elle-même que c'est ça qu'il faut faire. Je ne vais pas le véhiculer, mais si elle-même, c'est évident, elle va comprendre et donc elle va le faire, la personne va le faire. Alors qu'en fait, je n'ai pas formulé ma demande, mais je mets un test inconscient qui fait que la personne, donc je mets une espèce de stratégie pour que la personne me trahisse et que ça renforce ma croyance que je ne peux pas faire confiance aux gens. Parce que, je veux dire, tu vois,
s'il m'aimait, il aurait fait ça. J'ai jamais dit ça. Ou si elle m'aimait, elle aurait fait ça. Ou tu vois pas que c'est évident. Ou les gens vous disent, mais tu vois pas que c'est évident. Hein, si un homme sensé ou une femme sensée ferait ci ou ça. Il n'y a rien qui est évident. Si vous voulez quelque chose, vous demandez quoi. Ou vous demandez. Voilà, c'est pas parce que c'est évident pour vous que c'est évident pour une autre personne. Mais c'est une façon inconsciente de générer des conflits et de renforcer la croyance, par exemple, qu'on ne peut pas faire confiance aux gens. Donc ça, c'est classique, très commun. On met en place des tests inconscients. Donc les personnes qui manquent de confiance en l'autre, on mettra des tests pour voir jusqu'où la personne va, ou ça peut même être un test, jusqu'où la personne va, à quel moment la personne va la trahir. Ou les personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes, qui ont un gros manque d'amour pour elles, d'estime d'elles, vont mettre des tests pour voir à partir de quel moment les gens vont les abandonner. Donc, on a toutes sortes, vous voyez, on met en place toutes sortes de stratégies pour renforcer nos croyances. Et ça demande de développer plus de conscience sur nos comportements, pour pouvoir ne plus rentrer dans ces jeux égotiques qui sont dysfonctionnels dans le sens où ils ne nous permettent pas de créer des relations épanouies, mais ils font juste que renforcer des croyances que l'on a à la base, quoi. Donc, dans un conflit, il y a toujours deux égaux gagnants. Vous pouvez avoir l'impression que vous avez perdu, que vous êtes triste, que votre vie n'est pas comme vous voudriez ou que votre couple ne fonctionne pas. Mais je vous dis, dans un conflit qui dure, pas un conflit qui s'est résolu, etc., dans un conflit qui dure, il y a deux égaux qui gagnent. Parce que votre ego, il est en train de prouver quelque chose et l'ego de l'autre personne est en train de prouver quelque chose aussi. Donc, même si vous avez le sentiment que vous avez perdu, ou il n'y a pas deux perdants, un perdant, un perdant, un gagnant, il y a deux gagnants. Il y a deux égaux gagnants, c'est sûr. Donc, c'est ça. Donc, commencez à prendre conscience de tous ces enjeux. Alors, un autre type de conflit qui peut être souvent lié à un sentiment d'impuissance. Typiquement, les gens, souvent qui se mettent en colère, la colère est souvent déclenchée par un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que la colère donne de la puissance. On se met en colère, vous savez qu'à voir, hein, parfois quand on se met en colère, ça nous donne de la force, ça donne de l'énergie, il y a une certaine énergie dans la colère et ça nous donne le sentiment et ça, si vous voulez, ça consciemment, en fait, ça nous donne le sentiment qu'on est puissant, ça nous permet de dire ou de faire des choses quand on se met en colère. Et donc c'est comme ça aussi que des personnes deviennent addictes à la colère, ce qui fait qu'elles n'ont même pas conscience d'être impuissantes et elles passent en colère, mode colère directement. J'ai eu un père très colérique, donc je connais, on va dire, j'ai fait face au sujet, j'ai vécu avec des gens qui se mettaient en colère pour rien. Mon père se mettait en colère pour rien. Et en fait, si vous faites attention au moment où vous vous mettez en colère, vous avez des colères, regardez bien si, quand vous étiez dans la situation, si vous ne vous sentiez pas impuissant à obtenir ou à faire quelque chose. Donc, quand vous vous mettez en colère, est-ce qu'il n'y a pas au fond, un sentiment d'impuissance de quelque chose, ce qui fait que vous passez en mode colère, justement, parce que ça vous donne de la puissance ou ça vous donne l'illusion d'avoir de la puissance. Parce que tout ce que ça fait, c'est renforcer le sentiment d'impuissance. Mais vous avez l'illusion d'avoir de la puissance. Donc, c'est ça aussi, ce qui fait que la colère va vous pousser à avoir un certain nombre d'actions. Vous avez peut-être l'illusion que vous êtes fort et tout, mais au fond, du fond, ça renforce votre sentiment d'impuissance. Donc, et puis en plus, même s'il faut accueillir sa colère, je ne dis pas qu'il faut y réprimer sa colère. Donc, je pense qu'on peut l'accueillir dans son corps. On n'est pas obligé de la gueuler ou de perdre le contrôle, etc. à cause de sa colère et dire des choses qu'on va regretter. Donc, il y a une façon aussi d'accueillir et de travailler avec sa colère. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Vous avez des questions? Alors, je vais regarder le chat en attendant. Bon, je réponds à la question d'Evelyne. Si je comprends, l'ego nous attire des expériences pour rendre réelles nos croyances. Ah, c'est une bonne question. Alors, je ne sais pas s'il attire des expériences pour rendre réelles nos croyances. Enfin, en tout cas, je pense que il cherche à prouver, en tout cas à travers la croyance, il cherche à prouver et à renforcer. Parce que l'ego, il aime, quand il a défini une certaine vision du monde. C'est votre psyché, ce sont vos lunettes, c'est comment vous voyez le monde. C'est toutes vos croyances, comment vous voyez le monde. Et lui, l'ego n'aime pas remettre en question les croyances qui sont fondationnelles
pour lui, quoi. Donc, si vous avez une croyance forte que le monde est d'une certaine façon, que les hommes sont d'une certaine façon, que les femmes sont d'une certaine façon, ou que les femmes devraient, peu importe la croyance que vous avez développée, eh bien, l'ego va saisir l'opportunité, la moindre opportunité pour le prouver, parce que ça le réassure, parce que c'est ce qu'il voit et ça le réassure dans son fonctionnement. Vous voyez, il y avait une étude qui avait été faite qui disait que quand on contredisait ou qu'on remettait en cause les croyances fondatrices des gens, ça éveillait une partie de leur cerveau qui était la même partie qui était éveillée que quand notre peur était mise en jeu. Quand notre vie était mise en jeu. Imaginez qu'il y a un lion qui vient, vous avez peur, il y a une partie de votre cerveau qui va s'activer. Eh bien, quand vos croyances fondationnelles, pas des petites croyances fondationnelles de votre ego, sont remises en cause, cette partie-là s'active. Donc, ça veut dire que votre ego a un intérêt à ce que les croyances, à ce que ces piliers restent vrais. Et donc, il va choisir la moindre opportunité pour s'assurer que c'est vrai. Et je crois qu'il y a une intelligence de vie qui fait qu'en fait, on nous met ces expériences pour pouvoir transcender et guérir tout ça et dépasser tout ça. Parce que je crois que, c'est ma croyance, je crois que la vie est un chemin d'amour. Un chemin pour apprendre à s'aimer, un chemin pour apprendre à se libérer. Je crois qu'on a cet ego, il peut devenir, on peut le remettre à sa place, ce qui fait que il sera fonctionnel pour ce à quoi il est bon, conduire, apprendre à manger, j'en sais rien. Mais pour les choses importantes de la vie, il va reprendre sa juste place et ce ne sera pas lui qui va mener la barque. Et c'est ça, il faut juste apprendre à le faire diminuer suffisamment pour que ce soit l'amour, notre cœur, nos aspirations profondes qui dirigent notre vie et non pas juste notre ego qui cherche à se préserver et à préserver ses fondations qui sont ses croyances fondations, vous voyez. Et donc, c'est ça. Et c'est pour ça que pour moi, les conflits sont un chemin d'amour. Difficile, douloureux, oui, mais un chemin d'amour quand même, quoi. Alors, question, pas de question? Qui a envie de partager quelque chose? Est-ce que ça vous est... Moi, si je peux. Oui, vas-y, Livia. Alors, bon, j'ai tout écouté. Par contre, j'ai pas eu le temps de voir ce que tu partageais au niveau des prémices. Mais bon, tu m'expliqueras après. Par contre, j'ai bien aimé ta définition de l'ego. Parce que du coup, moi, j'avais pas cette pensée de l'ego. Je ne définissais pas comme ça. Donc, du coup, j'ai bien aimé ta pensée. Et du coup, je vois les choses autrement. Par contre, c'est vrai que je n'ai pas encore fait ce travail comme tu as fait, d'introspection, etc., pour pouvoir voir un petit peu tout ce qui se cache à l'intérieur de nous. Par contre, moi, je suis une personne qui ne va pas nourrir les conflits. J'ai plutôt tendance à m'écraser et à donner raison à l'autre pour pouvoir finir avec ce conflit-là. Et je ne suis pas non plus dans cette histoire de... Comment dire ça? Je ne serai pas rancunière. Par contre, j'ai un conflit qui dure depuis des années avec quelqu'un, c'est mon ex. Et du coup, c'est vrai que j'arrive jamais à gérer ces conflits. Je vais toujours m'écraser. Et on est séparés. Ça fait des années. Et malgré ça, il y a toujours des conflits. Par exemple, en ce moment, il y a des conflits en ce moment. Et du coup, je m'écrase et j'arrive jamais à affronter ou à passer. Et lui, il passe pas outre. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est quelqu'un de très colérique. Et effectivement, quand il est dans son état de colère, ça monte en puissance, etc. Et moi, c'est le silence total. Et quand je suis dans ce silence total, lui, il prend ça comme une provocation. Mais j'ai pas de mots. Parler devient une provocation parce que tu n'as pas apprécié la façon dont je te réponds. Me taire est une provocation. Donc après, je sais plus sur quelle balance danser. D'accord. Oui, oui, c'est un apprentissage, la communication. Donc, pour moi, ce qui va être important pour toi, c'est de commencer à fouiller, regarder à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui fait que tu t'écrases? Qu'est-ce qui fait que tu t'écrases? Et ça va être important. Parce que peut-être que tu fuis la colère. Il y a peut-être ça qui tourne autour de toi. En fait, la colère, c'est négatif. Je ne veux pas être en contact avec ma propre colère. Moi, j'avais ça aussi. Et donc, je préfère fuir plutôt que de rentrer en contact.
voilà, je coupe tout, je coupe la communication, je coupe pour éviter d'avoir à être en contact avec ma colère. Il peut y aussi avoir des choses du genre, en fait, est-ce que tu te sens autorisé à t'exprimer, à parler librement face à quelqu'un qui est colérique, une autorité, un masculin? Je vais te donner l'exemple, pour te donner un exemple, j'ai travaillé avec une fille qui était une femme très, pourtant une femme dynamique qui, qui avait une carrière, qui voulait développer sa carrière. Et quand on a travaillé sur un de ses problèmes, son problème, c'était qu'elle n'arrivait pas à s'exprimer en public. Elle commençait à parler, puis elle perdait ses mots. Enfin, voilà, elle avait du mal avec tout ce qui était expression orale. Et donc, quand on a regardé ce qui se passait derrière, la croyance qu'elle avait, et en fait, elle a été vraiment surprise, c'est qu'en fait, ce qui tournait derrière en fait, inconsciemment, ce qu'elle avait enregistré petite, c'est que les femmes ne sont pas autorisées à s'exprimer. Il faut être une femme soumise. Pourquoi? Parce que sa mère était comme ça. Donc, sa mère était soumise, elle devait être, vous voyez, vraiment très, très ancienne génération, hein, mais qu'il fallait être soumise à son mari, il fallait fermer sa bouche, etc. Un truc que, que elle, en fait, avec lequel elle n'était absolument pas d'accord, c'est-à-dire consciemment, ça n'avait pas de sens pour elle. Mais n'empêche que c'est ça qui s'est imprimé dans sa psyché inconsciemment. Et ce qui fait que quand elle se mettait en avant pendant les meetings, etc., et qu'elle commençait, la croyance commençait à générer une espèce de tension qui fait qu'elle, ou, ben en fait, c'est ça, tu n'es pas autorisée à être puissante, tu n'es pas autorisée à être puissante, à parler, à être dans ta puissance devant le masculin, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, la pression commence à monter, et puis elle perdait ses moyens, etc. Elle n'y arrivait pas. Et le fait de prendre conscience de ça, et petit à petit de choisir et d'accueillir ça, eh ben, elle a pu dépasser ça et petit à petit, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais petit à petit, elle a pu se réapproprier sa parole. Donc, je te donne cet exemple pour dire que c'est intéressant pour toi d'aller voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose avec ton rapport au masculin, ton rapport à la colère? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à t'exprimer? Pourquoi est-ce que il y a quelque chose qui se Après, ferme? voilà, c'est vrai qu'en discutant de tout ça, c'est vrai que quand je regarde, ben, par exemple, le rapport avec ma mère, quand elle partait, quand elle montait en colère, ben, tout de suite, hop, je m'écrasais et du coup, j'allais dans mon coin, je n'insistais pas avec elle. Je pouvais avoir raison, mais dès que j'essaie de lui démontrer que ça partait, hop, je- donc du coup, ouais, il y a tout ce travail à faire. Oui, tu vois, ça sert à rien quand les gens se mettent en colère, ça sert à rien de continuer, voilà, autant laisser tomber et puis attendre que ça passe, quoi, parce que peut-être que petite, effectivement, tu vois, c'était ton vécu, mais ça s'est imbriqué chez toi comme un mode de fonctionnement, mais c'est pas qui tu es véritablement, c'est juste une espèce de conditionnement qui s'est mis en place, par exemple, tu vois. Donc, c'est pour ça que tous ces conflits sont fondamentaux aussi parce que, vous voyez, on est souvent blessé enfin, par rapport à, je dis, en relation avec nos dons, nos talents. C'est comme si tout ce qui est notre plus belle lumière, on est blessé inconsciemment, enfin, blessé dans notre lumière, dans nos talents. Vous voyez, j'ai été blessée dans mon expression. Alors qu'en fait, maintenant, l'expression, l'écriture, l'expression orale, c'est un de mes talents. Je l'ai redéveloppé, je me suis réapproprié ça. Alors que pendant des années, j'étais timide, j'avais peur de m'exprimer. Et je crois que c'est aussi ça un chemin d'amour, c'est de comprendre que nos plus grosses blessures cachent peut-être nos plus gros, nos plus beaux dons, nos plus beaux cadeaux, ce qu'on est venu, en tout cas en partie de ce qu'on est venu apporter. C'est pour ça que c'est important d'aller regarder ses peurs, ses conflits pour se libérer de ça parce que on va ouvrir une porte et qui sait le beau cadeau qui est derrière justement. Moi, le fait de me réapproprier, de m'exprimer, ça m'a permis d'écrire des livres parce que j'avais fermé tous les modes d'expression. J'étais vraiment très timide, je m'exprimais pas spécialement bien, ni à l'écrit, ni à l'oral. Enfin, j'étais beaucoup plus réservée. En famille, ça allait encore un petit peu, mais j'étais quand même assez fermée. Et le fait de me réapproprier ça et de guérir cette blessure de t'as pas le droit, tu n'es pas autorisé à être qui tu es, tu n'es pas autorisé à parler, tu n'es pas autorisé à t'exprimer, à être qui tu es dans ce monde, en ouvrant ça, il y a plein de choses auxquelles je n'avais pas pensé, qui sont arrivées, comme l'écriture. Je ne pensais pas que j'aurais été capable d'écrire un livre. Donc, c'est ça. Et c'est aussi ça, un chemin d'amour, c'est de comprendre que nos blessures cachent peut-être nos plus beaux talents ou en tout cas des talents, des cadeaux que la vie
a-t-on pour nous offrir justement? Et c'est ça l'intérêt d'aller, de souffrir un petit peu, de rentrer dans cette souffrance et puis de développer de la bienveillance pour soi, de l'accueil, de l'acceptation, qui est un chemin d'amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de partager ou qui a une question? Merci. Je t'en prie, Livia. Bonsoir à tous, moi c'est Karine, c'est la première fois que je participe. Bonsoir, Karine. Bonsoir, donc désolée, j'ai pas mis la vidéo. Ce que je voulais dire, c'est que moi par exemple, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup échanger, j'aime beaucoup communiquer. Et parfois, ça peut être perçu comme si c'était de l'inquisition ou je sais pas, alors que c'est le besoin de communiquer, mais en face, ça peut être perçu, ça peut être mal perçu en fait. La personne, j'ai eu l'occasion d'avoir un compagnon qui, par exemple, c'était quelqu'un, moi j'utilise tous les modes de communication, j'écris, je parle, je laisse des textos, pour pouvoir aborder le sujet, le moyen le plus adapté, mais après, si en face de soi, on a quelqu'un qui ne veut pas parler, eh bien, voilà. Donc, est-ce que c'est parce que ma façon de m'y prendre n'est pas la bonne? Je ne sais pas. Ah, il faudrait que je travaille avec toi pour qu'on fouille un peu plus. Mais après, ce que tu peux regarder, est-ce que c'est quelque chose qui revient très souvent ou est-ce que c'est juste avec ton ex? Enfin, ton ex, ton compagnon, c'est pas ton ex d'ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose qui revient beaucoup? Est-ce que Oui, c'est mon ex. d'autres personnes? Juste avec ton ex. Oui. Après, bon, après, demande-toi, est-ce que, quand vous en avez parlé, le fait que tu lui poses des questions, en fait, est-ce que il trouve, si j'ai bien compris, il trouve ça trop inquisiteur, il trouve que tu lui poses trop de questions sur lui, peut-être que tu lui demandes comment il se sent, ou c'est juste que tu partages toi comment tu te sens Ben, en fait, j'ai tout essayé. J'ai essayé parce que bon, je me suis un peu documentée. Je me suis dit, bon, je ne vais pas non plus parler, je vais plus aborder le sujet en disant ce que je ressens moi par rapport à la situation, mais pas forcément, quel que soit le sujet, hein, mais je pense peut-être que j'avais aussi en face de moi quelqu'un qui n'aimait pas discuter ou qui n'aimait pas parler. Mais moi, effectivement, le fait de ne pas pouvoir échanger, pas, quel que soit, dès que ça devenait un sujet important, eh ben, il n'y avait pas moyen la personne se refermait. Voilà. Après, je vais te dire, il y a des gens qui ne sont pas prêts à discuter. Et ça, chacun dans son cheminement, on est là où il en est. Hein. Moi, il y a 10 ans, je n'aurais pas pu avoir les conversations que j'ai maintenant avec quelqu'un. J'aurais suivi de toute façon bien avant d'avoir une quelconque conversation. Mais après, la personne, tout ce que tu peux faire, toi, c'est analyser, enfin, regarder comment ça te fait te sentir. Ce manque de communication, qu'est-ce que ça éveille chez toi pour guérir ça chez toi? Peut-être qu'il y a effectivement ce besoin de, il faut absolument que je communique, que je sois en lien avec l'autre. Il y a ce besoin d'être en lien avec l'autre. Et ce qui fait que, en fait, quand tu n'as pas ce contact avec l'autre, il y a comme un sentiment d'abandon chez toi. Ou tout ce que tu peux faire, c'est voir comment toi tu te sens, comment ça te fait te sentir, qu'est-ce que ça évoque chez toi pour guérir ça et rayonner. Comme je dis, essayer de rayonner l'amour le plus possible. Et ça va être en guérissant ces blessures que l'on a. Parce que rayonner quand tout va bien, c'est facile. Mais là où c'est plus important, c'est de rayonner dans la pénombre, quand il fait noir, quand les choses ne sont pas bien. C'est là où ça devient plus difficile, mais c'est ça aussi le chemin. C'est-à-dire que plus que jamais, les gens ont besoin qu'on rayonne notre amour ou qu'on rayonne notre amour pour nous-mêmes quand les choses ne vont pas. Et donc, c'est ça. Et pour faire ça, à la limite, c'est comment moi je peux me guérir un peu plus dans cette situation, comment je peux apprendre à guérir ce qui a besoin d'être guéri, puisque cette situation de manque de communication vient réveiller quelque chose chez toi. Guérir ce qu'il y a à guérir, rayonner, illuminer, puis tu verras. Donc peut-être que je n'ai pas bien compris si vous vous êtes séparés ou pas. Voilà, mais en tout cas, guérir ce qu'il y a à guérir, ce qui fait que si vous vous êtes séparés, ta prochaine relation, tu rentres plus ouverte, plus aimante, plus rayonnante dans ta prochaine relation. Donc, c'est la réponse que je peux te dire parce que pour moi, véritablement voir si tu en faisais trop ou il faudrait qu'on travaille ensemble pour qu'on décortique un petit peu plus. Mais mon invitation pour toi, ça va être de toujours pareil, retourner, de faire attention à comment toi tu te sens, même si effectivement tu aurais voulu avoir une meilleure communication avec cette personne. Donc peut-être en guérissant
ce que tu as guéri à l'intérieur, en changeant cette énergie, hein, eh bien, tu vois, tu vas rayonner quelque chose de différent et peut-être que la position de la personne changera ou pas. On verra. Mais tout ce que tu peux faire, c'est te changer toi. Tu vois, je me disais, ça me fait penser que je me souviens qu'avec un de mes ex, je lui disais que je sentais, il essayait toujours de m'aider, il me posait des questions et tout. Et moi, je sais que j'étais beaucoup plus fermée et j'avais l'impression de me sentir agressée ou qu'il essayait de, de me dominer. Parce qu'il y a ça qui tourne chez moi, hein. Soyons honnêtes, il y a ça qui tournait chez moi par rapport à mon père et tout. Mais quand on en a discuté après, je me suis rendu compte qu'il lui aussi, il avait une énergie. Parfois, c'est même pas conscient, hein, mais l'énergie qu'il envoyait, c'est il faut que je t'attrape, il faut qu'on résolve ça. Il y avait un truc, il fallait qu'il agrippe, quoi. Et donc, c'est comme si énergétiquement, je le ressentais et ça venait aussi réveiller ce truc en moi. Ah là là, les hommes essayent de m'accrocher, de me dominer, etc. Donc, il y a des choses aussi énergétiques qui se passent. Donc, quand toi, tu guéris et que tu changes ta vibration, eh bien, tu verras si ça change quelque chose, c'est l'autre ou pas. Mais en tout cas, tout ce que tu peux faire, c'est te changer toi et puis et puis continuer sur ce chemin d'amour à essayer de communiquer avec amour et bienveillance, hein. Et puis en espérant que ça va faire bouger la personne. Et puis si ça ne fait pas bouger la personne, ben voilà, tant pis, quoi. Après, il faut respecter que les gens vont à leur rythme et qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts pour s'ouvrir et pour discuter. Donc, c'est comme ça, hein. Moi, j'ai eu un moment, un ex qui n'était pas prêt à discuter. À partir du moment où on parlait d'un truc, mais fermé, rien à faire, ben, je me suis dit, en fait, ben, personnellement, j'ai laissé tomber. Ça ne veut pas dire que je t'invite à laisser tomber, hein, j'en sais rien de ta situation, hein. Mais moi, je sais qu'au bout d'un moment, j'ai laissé tomber parce que je me suis dit, c'est pas le type de relation que je veux. Alors, j'ai quand même pris ma part de responsabilité dans l'histoire, hein. J'ai toujours pris ma part de responsabilité de l'histoire pour voir comment je communiquais, etc. Qu'est-ce que ça va éveiller chez moi? Est-ce que ça n'avait pas écho à une fermeture, hein? La fermeture que je vois chez lui à l'extérieur, dans quelle mesure elle est chez moi aussi? Qu'est-ce qui était fermé chez moi qui avait besoin de s'ouvrir, etc. Mais voilà. Après, on peut juste continuer à avancer, à faire ce dépouillement, ce nettoyage intérieur pour pouvoir s'ouvrir un petit peu plus à l'amour. Alors, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Bon, ben, je t'en prie, Karine, j'espère que ça t'aide un petit peu. Mais donc, continue le chemin. Et puis, parce que, comme je dis, plus que jamais, c'est dans les temps de crise qu'on a besoin de notre lumière, que notre partenaire a besoin de notre lumière, que notre partenaire a besoin d'être aimé, ou qu'on a besoin aussi de nous aimer. Nous, c'est dans ces moments de crise et ces moments-là que c'est plus difficile. Mais c'est là où c'est le plus transformateur. C'est là où c'est vraiment le plus transformateur pour nous déjà, parce que on va ouvrir notre cœur, voilà, c'est ça. Et on va petit à petit cheminer. Et c'est ça, pour moi les conflits aussi, quand on commence à les accepter, parce que c'est deux piliers importants pour moi sur le chemin d'amour. Parce que je crois que, en tout cas, ma mission de vie, ou comment je vois ma mission de vie, c'est d'incarner cet amour et petit à petit de l'incarner de plus en plus dans les relations, dans le travail, etc. Et pour moi, ça passe par l'acceptation. Et l'acceptation, c'est l'une des choses très, très difficiles. Je vais vous donner un exemple. J'ai vécu, j'en ai déjà parlé sur les webinaires précédents, j'ai eu pendant plus de 2 ans des infections chroniques qui me pourrissaient la vie. En tout cas, je trouvais que ça me pourrissait la vie. C'est ma perception. Mais ces infections chroniques, elles étaient en fait là pour me protéger et puis aussi pour révéler ma relation masculine. Il y avait toute une stratégie, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait trop long, mais pour pouvoir garder le contrôle, repousser les hommes, etc. Et j'avais ces infections. Et en fait, ça a été un gros travail d'acceptation, d'accepter ces infections, parce que c'est accepter une forme pour mon ego, une forme d'impuissance à laquelle je ne voulais pas aussi faire face, dans le sens où j'ai une formation de naturopathe, j'ai une bonne hygiène de vie. Bon, je n'ai pas une hygiène de vie parfaite, mais je ne fume pas, je ne bois pas, je mange quand même assez sain, pas parfait, mais je mange un peu trop de sucre, un peu trop de pain. Mais globalement, je n'ai pas une hygiène de vie dégueulasse quand même. Et puis, j'ai plein d'outils en naturopathie pour lutter contre les infections. Ça, c'était le mot. Plein d'anti-infectieux. J'ai essayé plein de choses, huile essentielle,
argent colloïdal, enfin plein de trucs naturels. J'étais même désespérée au point que j'ai même essayé des trucs, des médicaments. Moi, j'ai pris des médocs quand même, faut faire. Donc, c'est pour dire réellement j'étais désespérée. Et en fait, et ça partait, ça revenait, ça partait, ça revenait. Et en fait, jusqu'au moment où il y a une amie qui m'a dit, tu sais, hein, peut-être que tu devrais accepter ces infections parce que ce à quoi tu résistes persiste. Et le moment où je me suis dit, ah, et c'est juste après 2 ans, même si je le savais, vous savez, des fois, il faut du temps pour que ça descende et que ça s'intègre. Et je me suis dit, ok, ben, elle a raison, en fait, je vais accepter ça. Je vais accepter que, putain, je vais arrêter de me dire, c'est pas normal. Vous voyez, quand on n'accepte pas, quand on se dit, c'est pas normal, ça n'aurait pas dû arriver. C'est pas normal que moi, avec l'hygiène de vie que j'ai, les connaissances que j'ai en naturopathie, j'arrive pas à me débarrasser de ça. C'est pas normal, ça n'aurait jamais dû arriver. Donc, vous voyez, quand on commence à dire ce genre de truc, ben en fait, on est en train d'essayer de repousser la situation au lieu de l'accepter. Quand on accepte, ok, on est avec ce qui est sans jugement, sans disant ça n'aurait pas dû arriver, je n'aurais pas dû faire ça, il n'aurait pas dû faire ça, voilà, j'aurais dû me sentir autrement. On n'est pas dans l'acceptation de ce qui est. Et donc, quand on commence à dire, ok, j'ai ces infections, je les accepte, et j'ai dit, je ne lutte plus contre ces infections. Et j'ai changé aussi ma façon de faire les choses en me disant, ces infections, elles ne sont pas contre moi. Parce que dans la vie, tout ce qui, je commençais à me dire, et ça m'a fait penser à ce que disait Neil Donald Walsh, je ne vous ai envoyé que des anges. C'est-à-dire que cette infection, quelque part, c'est un ange. Même si j'ai l'impression que c'est un démon. Hein. Dans ma vie, voilà, je vais peut-être changer ma perception, je vais l'accepter. Et ça aide aussi à accepter de se dire, je vais arrêter de lutter. Et je vais juste accepter ça. Et du moment où j'ai arrêté de lutter et que j'ai accepté l'infection, les symptômes ont diminué de 50% direct en 3 jours. Après, et petit à petit, j'ai fait un cheminement, ça m'a ouvert sur d'autres choses. Et en 2 mois, c'était réglé. 2, 3 mois, c'était réglé. Août, septembre, ouais, 3 mois, août, septembre, octobre, à peu près 3 mois, un peu plus. Et alors que ça faisait plus de 2 ans que je luttais avec. Donc, vous voyez, c'est comme si la vie a mis ça, ce truc que je pensais comme étant un démon en se disant, pour me mettre face à mon sentiment d'impuissance aussi, pour me mettre face à mes difficultés, à mon rejet du masculin, à ma lutte, etc., pour dire, lâche prise, accepte ce qui est, ouvre-toi, et puis apprends à t'aimer avec ces infections. C'est ça aussi, apprends à t'aimer avec ces infections. Et à partir du moment où je te dis, c'est plus contre toi, mais c'est pour toi et que tu cherches le cadeau, il y a un truc qui est transformé. C'est ça aussi le chemin d'amour. Ce qu'on vit, les conflits que l'on vit, quelque part, c'est des cadeaux. Donc, si on arrive à accepter les sentiments que ça nous génère, l'impuissance, la tristesse, tout ça, quand on accueille toutes ces émotions et qu'on fait ce travail d'acceptation et d'accueil, on est en mesure de transformer, on est en mesure de se pardonner, de s'aimer comme on est, avec nos infections, avec nos limites, avec nos défauts, avec tout ça, on arrive à nous aimer. Et ça, c'est cadeau parce que, en fait, on n'a plus besoin d'être en lutte contre nous-mêmes et tout. On peut juste se relaxer et puis laisser la vie, bouger avec notre flow naturel. Et on a nos défauts, on apprend. Voilà, ça donne une dynamique qui est différente et qui, pour moi, est une dynamique d'ouverture à l'amour. Et c'est ça, c'est accueillir ce qu'il y a à accueillir parce que si c'est sur notre chemin, il y a une raison. Surtout si ça fait un moment que ça dure, surtout si c'est très, très douloureux, surtout si c'est pour nous ouvrir sur quelque chose. Ben, parfois, vous voyez, pour ouvrir notre cœur, il faut qu'il soit brisé, malheureusement. Pour qu'on ressorte ce petit cœur brisé, pour pouvoir qu'il se reconstruise peut-être plus aimant et plus grand. Hein. Je veux dire, je me trouve plus ouverte maintenant et pourtant j'ai eu des relations, j'ai divorcé, j'ai eu une autre relation après mon divorce qui a été un moment très très douloureuse où il y a eu une histoire d'infidélité. Donc vous voyez, et pourtant donc j'ai senti, je suis passée par ce truc où j'ai été déprimée, j'étais au fond du trou, j'étais tellement au fond du trou que j'avais l'impression d'avoir un trou dans la poitrine. Énergétiquement, je ne sais pas ce qui se passait, mais j'avais l'impression d'avoir comme un trou, un abysse vide, mais en même temps rempli de colère, de rancœur. Ça arrivait tellement de trucs. T'es pas à la hauteur. Tu ne mérites pas d'être aimé. Ces relations avaient tellement de trucs par rapport à mon père, etc. Et ça a fait un bon magma. Et effectivement, j'ai eu du mal à gérer.
Et c'est là où je me suis dit, c'est l'occasion aussi d'apprendre à m'aimer. Et puis, ça a été un travail de pardon énorme à moi-même, à l'autre. Et depuis, mais ça m'a libérée de quelque chose d'extraordinaire. Je suis beaucoup plus légère. Il y a encore du travail, hein, soyons clairs. Mais ça m'a libérée de quelque chose. Parce qu'à la limite, ces expériences, même si elles sont dures, quand on arrive à en émerger avec un cœur aimant et un petit peu plus ouvert, le corps il se reconstruit. Et c'est ça, c'est vraiment garder un cœur de plus en plus aimant et de plus en plus ouvert pour garder les cadeaux de la vie. Et c'est ça, donc après, je me suis fait aider aussi, vous pouvez vous faire aider. J'avais même à l'époque fait un soin énergétique sur au niveau du chakra cœur parce que j'étais une machine à laver, quoi. Enfin, j'étais vraiment, ça m'avait vraiment beaucoup, beaucoup bouleversée. Donc, on peut se faire aider avec des soins énergétiques, ce qui vous vient, avec une aide en psychothérapie, un thérapeute, voilà. Vous trouvez, il y a suffisamment d'aide. Donc, vous pouvez vous faire aider pour traverser ça. Mais l'essentiel, c'est de garder en tête qu'il y a un cadeau. Enfin, moi, c'est ce que je crois. Je finis par me dire que la vie ne m'envoie que des anges. C'est juste moi qui les perçois comme des démons et que si je commence à changer ma perception et à chercher le cadeau, au bout d'un moment, je finirai par le voir. Maintenant, je le vois, le cadeau que m'a fait cette relation, même si elle m'a fait beaucoup souffrir, parce qu'elle m'a permis de fouiller. Et puis, vous voyez, une question aussi importante, ce qui me vient, quand on est sur son chemin de vie et qu'on a une mission de vie, la vie va nous envoyer les réponses et les expériences dont on a besoin pour devenir la personne qui est capable de réaliser cette mission de vie. Parce qu'on grandit dans cette mission de vie, on grandit dans la personne qui réalise cette mission de vie. Et ma mission de vie, de façon simplifiée, c'est d'incarner l'amour. Et donc, j'ai toujours eu ce truc, comment je peux incarner l'amour? Comment je peux incarner l'amour? Et donc, la vie a dit, tu veux incarner l'amour? Je vais te montrer comment incarner l'amour. Donc, l'amour, c'est acceptation, ma cocotte. Donc, tu vas commencer. Tu ne vas pas accepter que tu as un ongle cassé. Tu vas essayer d'accepter un truc qui te fasse vraiment chier, quoi. Donc, acceptation. Tu as accepté? Ok, tu as compris ça. Maintenant, l'étape suivante pour toi, c'est de pardonner. Donc, tu ne vas pas pardonner un petit truc. On va essayer de pardonner un truc qui réveille en toi des choses. Pour histoire de... Si tu arrives à pardonner ça, ben, tu te seras... Pour pardonner ça, peut-être que tu auras guéri quelque chose qui fait que tu vas progresser sur ton chemin. Donc, c'est ça. Hein? Donc, quand on demande quelque chose, on a la réponse. Pas toujours les réponses qu'on attend, mais on en a. Après, c'est à nous de travailler avec et de grandir avec. Ok, bon, il est déjà 19h20, donc je vais vous laisser partager. J'ai beaucoup parlé, donc je vous invite à partager, à dire ce que vous avez reçu, si vous avez des commentaires ou si vous avez des questions. Je laisse la parole. J'ai beaucoup parlé, maintenant à vous. Bon, ben, je vais aller prendre un petit thé en attendant. Oh, je suis sûre qu'il y a quelque chose à dire. Allez, allez. Ça vous évoque rien? Peut-être que vous digérez, je vous laisse digérer. Sinon, je vais choisir quelqu'un. Ah, Vanessa va dire quelque chose, non? En fait, bon, c'est la première fois que je participe à un de tes ateliers. Mais c'est vrai que pour moi, c'est quand même assez enrichissant parce qu'il y a beaucoup de choses qui me parlaient. Et en fait, je suis dans cette démarche en fait de trouver un peu ma voie, un peu fait chercher, me chercher moi, me comprendre en fait, pour pouvoir mieux comprendre ma relation aux autres. Donc en fait, c'est vrai que ce soir, ton expérience, ce que tu as partagé me touche un peu en fait, parce que ça me parle. Il y a des choses qui m'ont parlé. Voilà. Ok, bon, ben merci Vanessa. Je suis contente parce que c'est le but aussi, hein. C'est que ça vous aide à faire peut-être un petit pas ou même un demi-pas, un quart de pas, peu importe, que ça vous aide sur votre chemin. Alors, Célia, Fanny, Merci à toi. Isabelle, Sandra, pas de questions, pas de remarques? Je vois un sourire, Sandra. Alors, à quoi est dû ce sourire?
Alors, ben oui, j'ai beaucoup apprécié l'échange de ce soir, puisque effectivement, les conflits viennent souvent révéler des blessures ou des traumatismes qui sont issus de l'enfance. Et c'est souvent, comment dire, c'est souvent effectivement l'occasion de grandir, l'occasion de se retrouver. J'avais tendance, moi aussi, à fuir les conflits en me disant, à fuir ou à ne pas réagir dans un conflit en me disant, c'est pas grave, ça va passer, etc. Et en fait, ben maintenant que j'ai progressé, j'ai travaillé sur mon rapport à moi, mon rapport aux autres, je ne rentre pas forcément en conflit. En revanche, quand un conflit se présente, je sais comment réagir, j'arrive à entendre l'autre et à me faire entendre aussi. Même si, sans attendre de résultat, c'est-à-dire que je ne me dis pas l'autre va bien accueillir ce que je dis, mais le but, c'est de me faire entendre, de me respecter moi dans le conflit, donc de faire en sorte que je puisse dire ce que j'ai à dire dans le respect, je fais attention aux mots, de dire ce que j'ai à dire en espérant que l'autre, à un moment donné, pourra entendre et comprendre. Mais les conflits, ben, il y en a toujours. Qu'on soit acteur du conflit ou même en périphérie. Maintenant, c'est à nous de voir comment on réagit dans des situations et puisque ça bouge en nous. Mais je sais maintenant que dans chaque conflit, j'essaie en premier lieu d'entendre l'autre et surtout, je dis entendre l'autre, m'écouter et entendre l'autre. Pas seulement prendre ce que l'autre a à me dire, mais aussi me faire entendre et pas être en réaction en fait. Vraiment prendre le temps avant de me positionner. Voilà ce que j'ai à dire. Merci Sandra. Vous voyez, on a toujours quelque chose à dire. Hein. Après, il faut oser. Alors, comme je connais Sandra, je la titille un petit peu, je l'embête. Mais n'hésitez pas à partager. Hein. Je laisse le micro ouvert encore quelques minutes. Et puis, alors, je ne sais pas, Christelle. Oui, Peggy, Isabelle. Isabelle, oui. Non, mais je trouve que c'est vraiment très intéressant. Bien souvent, bah, moi, ça tombe bien parce qu'en ce moment, j'étais justement sur les croyances, hein, sur les croyances limitantes. Donc, ça rejoint vraiment cet atelier. Je suis contente parce que j'avais pas du tout d'outils pour aller vers ça. Et je trouve que ce qui est vachement bien, c'est que tu nous donnes le mot, surtout de prendre conscience que ce sont des schémas qu'on a mis en place, des choses qui tournent en boucle et qu'on a la possibilité de faire un choix là-dessus, sur nos comportements. Donc, je trouve ça, voilà, ça, je ne le savais pas. Tu vois, tu te dis, bon, tu fonctionnes d'une certaine façon et après, tu ne sais pas comment fonctionner autrement. En fait, tu te dis, bah, c'est comme notre nature, mais en fait, finalement, tu nous indiques que non, c'est surtout pas notre nature, quoi. Exactement. Nos expériences. Voilà. Et non, je trouve ça vraiment très enrichissant. Merci beaucoup. Merci, Peggy. Je t'en prie, Isabelle. My pleasure. Quelqu'un d'autre a envie de partager quelque chose? Alors, moi, Fanny? oui, alors rapidement, je veux dire, c'est très intéressant également d'entendre tout ça et disons que c'est une vision un peu différente des conflits que ce qu'on a l'habitude de percevoir parce qu'un conflit, enfin, je pense que personne n'aime les conflits et soit on a tendance à les fuir ou soit on a tendance à... En tout cas, je pense que personne n'aime ça. Et de se dire que en fait, c'est un cadeau et que ça nous permet d'ouvrir une porte sur nous, ce qu'on est vraiment et ce qu'on cache au fond de nous, c'est hyper intéressant en fait de comprendre ça.
après, la difficulté, c'est plutôt voilà, comment y arriver. Voilà, tu as donné des petites pistes, mais voilà, c'est plutôt ça le travail, quoi. Oui, Comment arriver c'est à vrai que, décortiquer. tout à fait, c'est vrai que, alors c'est difficile parce que en fait, il faudrait que je vous fasse faire déconstruire des conflits et travailler sur vos conflits, mais là, il faut qu'on parte en atelier. C'est difficile pour moi de vous montrer comment déconstruire exactement vos. Donc après, avec des méditations, vous pouvez vous connecter à votre corps, à votre ressenti, laisser l'émotion parler, etc. Donc tout ça, ça reste valide. Euh, donc, pour commencer à comprendre et à comprendre ce qu'il y a en dessous, donc ça va remonter puisque c'est en vous. Mais sinon, faut qu'on fasse un atelier, que je vous explique comment on déconstruit le conflit, comment on trouve la croyance, etc., etc. Et ça prend du temps. Donc c'est pour ça que c'est pas évident. Enfin, les outils que j'utilise pour déconstruire un conflit, c'est difficile de. Je peux en parler, mais pour vraiment vous le donner pour que vous puissiez le faire, il faut que vous le fassiez. Il faut vraiment qu'on soit en atelier et que vous le fassiez. Et c'est ça, c'est un petit peu ça qui est compliqué. Donc, tout ce que je peux donner, c'est des pointeurs pour essayer d'aller chercher les réponses en vous avec de la méditation ou si vous utilisez votre intuition, si vous savez utiliser votre intuition, c'est utiliser l'intuition, etc. Et puis, restez avec aussi. Hein, des fois, les choses viennent. Mais déjà, mon objectif ce soir, c'était d'être sûr que vous ayez cette awareness, cette conscience du fait que les conflits, parce que parfois, c'est pas tout le monde qui en a conscience. Moi, j'en avais pas conscience avant. Que les conflits, c'est une porte ouverte sur quelque chose et que vous commenciez à fouiller. Ce qui fait que quand vous allez avoir un conflit la prochaine fois, vous allez peut-être l'aborder différemment. Même si, sur le coup, vous allez être dans votre conditionnement, mais quand vous allez vous calmer, vous allez revenir, vous allez conscientiser des choses et ça va mettre une dynamique différente normalement. Donc, c'est ça. Si vous avez plus de fuir les conflits, ben, peut-être que vous allez choisir de rester et puis d'essayer d'exprimer ou voilà. Donc, c'est ça. En fait, c'était l'objectif aussi ce soir, c'est de changer un petit peu la vision que l'on a des conflits hein, et pour s'ouvrir à autre chose. Bon, ok, merci. L'objectif est atteint. Super. Merci, Fanny. Livia, tu voulais dire quelque chose? J'ai l'impression que tu... Oui, mais c'est bon. En fait, j'ai posé la question dans le chat, mais bon, tu viens d'y répondre avec les réponses données à Fanny. Et en fait, bah, c'était ça. Bah, en fait, pour pouvoir gérer ces conflits et apprendre à les gérer et mieux les connaître, bah, comme tu dis, ça serait un atelier, ou voir travailler en profondeur sur nous. Donc, du coup, il y a la réponse. Après, je pense qu'il faudrait que je commence à faire un travail. Je ne sais pas si... j'ai toujours été intéressée en entreprise par une formation qu'on appelle gestion des conflits. Malheureusement, je n'ai pas pu la faire, mais est-ce que ça peut être un premier pas? Alors, je ne connais pas cette formation. Et donc, je suppose que ça dépend de ce qu'ils mettent à l'intérieur. Mais à mon avis, c'est toujours positif hein, parce que ça va ça va probablement te donner des outils pour pouvoir mieux comprendre l'autre. Enfin, je suppose. Hein, j'ai pas fait la formation dont tu parles. Hein. Oui. Mais donc, ça va te donner des outils peut-être pour pouvoir communiquer, comprendre l'autre, sans pouvoir communiquer sans agresser. Peut-être qu'il y a des choses comme la communication non violente, des choses comme ça, hein, et comment gérer les conflits. Mais voilà. Donc ça, de toute façon, c'est toujours positif. Je pense que c'est toujours bon à prendre. Et puis ça aussi qui est important, pour moi, c'est toujours la même chose. Conscience de soi. Parce que ça, c'est la clé. Développer de la conscience de soi. Élargir le degré de conscience que l'on a de soi. Et là, il faut entrer à l'intérieur. Il n'y a pas 10 000 chemins. Hein. Il faut entrer à l'intérieur pour comprendre comment on fonctionne. Donc, s'ils font ça aussi lors de ce truc de gestion de conflit, tant mieux. Hein. Mais pour moi, c'est important. Les deux sont importants. Voilà. Parce qu'il faut aller dénicher la dynamique inconsciente. C'est important d'aller dénicher la dynamique inconsciente et d'élargir la conscience que l'on a de nous-mêmes. J'ai eu l'impression que Chris, tu voulais dire... Ah oui, pardon, Livia, oui Juste pour finir, en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Hein. Je ne vais pas chercher à l'intérieur. Et comme tu dis tout à l'heure, faire attention à son intuition. Je n'ai pas souvent cette... Bon, je pense qu'il faudrait faire vraiment un travail avec toi. Oui, mais je vais lancer un programme en juin. Je suis en train de travailler dessus, justement, où il y aura
ben, c'est pour les personnes qui veulent développer la conscience d'elles-mêmes, trouver leur mission de vie, etc. Il va y avoir en gros 4 modules. Un premier module, ça va être sur les bases de l'intuition. Donc, comment utiliser son intuition pour les fouiller. Donc, ça c'est vraiment la fondation de mon travail. Donc, utiliser l'intuition. Deuxième fondation, c'est comment, justement, deuxième module, c'est fouiller. Donc là, on va faire tous ces trucs de déconstruction de conflits, etc., comprendre comment ça fonctionne, comment notre ego, les croyances, tout ça, là, c'est dans le module 2. Troisième module, il y a, alors quatrième module, c'est la mission de vie. Le troisième module, c'est quoi déjà? J'ai un trou. Ah oui, bah, comment j'ai pu oublier. Troisième module, c'est tout ce qui est sur l'amour, l'acceptation, le pardon. Et en quatrième module, découverte de sa mission de vie, etc., créer sa mission de vie. Quatrième module. Donc, ça va être ça. Donc, si ça te dit, je t'enverrai les infos. Ça peut peut-être t'intéresser parce que tu vas avoir les outils qu'il faut avec ça. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, j'avais cru voir… Ah, mais Chris, c'est parti. Ok, j'avais cru Je peux voir… être intéressée aussi. Ah, oui, d'accord. Vanessa Saint-Fort. Laisse-moi noter. Livia et Vanessa Saint-Fort pour pas oublier. D'accord. Attends, je vais prendre un petit papier pour noter. Et comme ça, je vous enverrai les détails. Et puis, voilà. Ça devrait commencer en fin juin ou peut-être mi-juin. Je vais voir encore, ça dépendra du timing. Je vous enverrai tous les détails. Bon, ben super. Oui, il y a une question? Je veux bien. D'accord. Oui. Merci. D'accord, avec plaisir. Bon. Eh bien voilà, merci beaucoup. Ben, on clôture ce webinaire. Oui, enfin, c'est un meeting Zoom sur Peggy, ces quelques excuse-moi. mots. Ah, oui, Isabelle, oui? Oui, excuse-moi. Oui. Tu mettras l'atelier en ligne sur Facebook ou quelque part? Oui, je vais probablement poster les détails, mais si tu veux, je te tiendrai quand j'ai ton adresse email. En plus, le programme se fera en ligne. Donc, le programme se fera en ligne. Donc, depuis Paris, tu pourras, ça fera peut-être un peu tard pour toi, remarque en termes d'heure. Ah non, remarque, ça va être probablement samedi après-midi, ça devrait aller pour toi. Donc, tu pourras le suivre depuis Paris si tu le souhaites, puisque ce sera totalement en ligne, justement. Ok, Et donc, on fera les super, exercices merci de Peggy. déconstruction de conflit, tout ça en ligne. Ok, je note Isabelle. Ok. Bon, ben super. Bon, ben merci beaucoup. Ah, j'oublie toujours de faire ma pub. Enfin, j'ai fait ma pub pour mon truc. Si vous cherchez un livre, regardez-moi comment il est beau celui-là. Il s'appelle La Quête, aventure initiatique en terre inconnue. Et devinez qui l'a écrit. C'est moi. Bravo. Donc, si vous cherchez merci. Si vous cherchez un roman de développement personnel, il pourrait bien vous plaire. Donc, c'est un roman c'est l'aventure initiatique d'une femme. Ça s'appelle La Quête, aventure initiatique en terre inconnue. Donc, je vais vous lire la quatrième de couverture et après, je m'arrête là. Donc, le personnage principal s'appelle Nancy. Donc, ça commence. Lâcher prise si je veux. Donc, déjà, ça donne une indication. Nancy ne se pose pas de questions sur l'équation de sa vie. Sa fille à ses côtés, une brillante carrière, une forme de bonheur et d'équilibre. Femme au caractère bien trempé, elle croit tenir d'une main ferme les rênes de sa vie. Mais les fêlures apparaissent bientôt peu à peu. Trahison, mensonge. De château fort, sa vie devient un champ de ruines. Armée de son courage et de son envie de vivre, elle partira en quête de vérité. Ce voyage l'amènera bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé dans un monde empli de magie et de mystère qui ébranlera ses certitudes et sa vision de la vie. De révélation en déchirement, elle trouvera la force de faire face à ses démons et découvrira les secrets de sa propre vie, clé de voûte de sa renaissance. Donc, une histoire de mort et de renaissance et une histoire de comment accueillir les épreuves difficiles que l'on a dans la vie pour pouvoir renaître. Voilà. Donc, si vous cherchez un cadeau pour vous, une lecture ou un cadeau pour quelqu'un, c'est ça. Il y a La Quête. Bon, ben voilà. Merci beaucoup. Merci, Peggy. Bonne soirée. Bye bye. Ah, et à la semaine prochaine. J'ai oublié de dire, la semaine prochaine, c'est Sandra qui nous parle de la relation au corps. Et c'est mon corps
mon allié. On va parler de la relation au corps et de... Bon, elle va développer. Donc, ça va être Sandra qui va nous faire ça. Donc, franchement, venez. Vous allez apprendre énormément de choses parce que tellement de femmes ont des problèmes, enfin, des relations difficiles à leur corps. Donc, c'est quand même essentiel. Bon, je me tais. Voilà, là, je finis. Allez, bon week-end. Et puis, à vendredi, à la semaine prochaine, si je ne vous ai pas avant. Merci, bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Bye bye.